Salut Maxime, merci Yes, de me Florent. rejoindre pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors aujourd'hui, on a un truc à fêter, c'est que tu as développé une solution autour de la data, hein, une solution de data intégration. Et en fait, tu as ouvert une première version bêta disponible pour le public. Et on va faire un petit zoom sur ce qu'est cette solution, comment t'es venue l'idée. Bon, écoute, merci encore. Et puis à toi à toi les studios. C'est toi le maître de cérémonie pour nous présenter cette solution. Fluoms. Exactement. Merci déjà à toi pour l'invitation et de cet échange. Et oui, effectivement, j'ai mis au point avec mes associés une solution de flux de données. Alors cette idée, elle date d'il y a maintenant bientôt à peu près 3 ans, on va dire ça, quand il y a eu un petit changement au sein de la data, qui est la fin de l'Open Studio de chez Talend. Et cette première chose-là, c'était le premier déclic sur cette privatisation de l'open source de la data. Et dans ce cadre-là, je me suis demandé comment les petites et moyennes sociétés peuvent faire pour avoir accès à des flux de données. Donc le constat, il vient de là. Et puis après, de fil en aiguille, de réflexion, d'échange avec d'autres pairs de la data, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas notre propre outil souverain, fiable, scalable, etc. Enfin, tout ce qu'on peut entendre, en prenant le meilleur de un peu tous les outils. Un peu le meilleur du concept de la modern data stack, un peu le meilleur de la data classique avec des outils un peu plus lourds. Et donc, du coup, on a créé ça. On a un peu de recul dans la data. Moi, ça fait bien 10 ans que maintenant je bosse dans la data. J'ai fait un peu pas mal de sociétés et vraiment, j'ai vraiment un parcours qui permet, on va dire, je pense, de faire un outil ETL fait pour des gens qui veulent faire de l'ETL. C'est Ouais, vraiment un outil fait par quelqu'un qui le fait, quoi. Donc ça, ouais, d'accord. Donc, tu as trempé la data, tu es un maker, donc j'imagine que des pipelines, tu en as développé une palanquée et ça t'a donné en fait toutes les skills nécessaires pour développer ton propre produit en fait. ouais, exactement. Oh ben bravo. Exactement. Et merci, c'est gentil. Ça fait 1 an maintenant là qu'on est un peu dessus, un peu beaucoup là, avec beaucoup d'heures. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais, bah Et, c'est un peu une passion aussi, j'imagine, hein, je crois. ah oui, là, on est vraiment sur un métier passion. Commencer la data, je devais être au lycée, entre guillemets, en récupérant des mails et des choses comme ça. Et là, j'ai fait des études d'informatique classique. Et puis, j'ai très vite bifurqué dans ma première société qui s'appelle Winov, dans laquelle j'ai fait un peu le consultant data pour pas mal de boîtes. D'accord. Voilà, je suis vraiment dedans à fond, quoi. D'accord. Ça, il y a pas de doute. OK. Donc Bon, flux Homes, mon flux, on imagine, peut-être flux de données, je sais pas si ça a à voir et si, Homes alors? effectivement. C'est quand même Alors, ouais, pourquoi Homs? Alors, c'est une très, très vieille histoire que je peux te conter rapidement. En gros, quand j'ai bossé à Betclic, on m'a donné un surnom qui s'appelle Neoc. Ce surnom-là, c'est quoi? C'est le mélange entre Neo et Sherlock Holmes. Et c'est vraiment un truc. Pourquoi? Parce que on avait une grosse table qui faisait quelques milliards de lignes. Et sur cette table-là, j'arrivais à trouver les 10-15 lignes qui allaient faire péter le programme, les flux de données. Du coup, ils m'ont appelé Neoc. Et c'est devenu mon pseudo quand je joue aux jeux vidéo. Et j'ai pas pu appeler mes sociétés Neoc, hein. Du coup, j'ai pris l'autre partie de Sherlock Holmes. J'ai pris Holmes. Du coup, ça a fait d'accord. Nehomes. Et du coup, Flux pour Flux Holmes, etc. OK, très Donc bien. ouais, non, il y a une réelle histoire derrière le nom. OK, donc C'est assez le marrant à nom de raconter. baptême était trouvé. C'est ça, exactement. Il a été trouvé assez vite et du coup, voilà, Fluom, avec le logo qui représente les briques et l'interconnexion des briques, etc. Vraiment en gardant ce concept de faire un core mode avec des briques qui s'imbriquent les unes entre les autres pour construire un peu un château, donc un pipeline, pour pouvoir faire des flux de données et tout ce qui s'ensuit, quoi. OK, ça marche. Bah, curieux de voir, Euh, d'ouvrir le capot et de voir un petit peu comment ça tourne tout ça. ouais, bah, bien sûr. Bah, déjà, je vais commencer par parler de Fluom en quelques phrases. Fluom, en fait, il se veut quoi? Il se veut comme un ETL. Alors, il y a aussi la partie ELT, hein, un peu nouvelle génération, qui va être pensé pour des équipes. Ils sont plutôt exigeantes et assez pragmatiques. Euh, Ça va pouvoir ouvrir de la scalabilité, c'est souverain. Euh, c'est aussi simple d'accès. C'est-à-dire qu'on s'est pensé comme un outil qui, on le voit aujourd'hui, le marché de la data est un marché extrêmement tendu, avec de moins en moins de profils compétents ou des profils ce qu'on appelle de niche. Euh, et du coup, on a beaucoup de profils qui commencent à faire de la data intégration, mais qui n'ont pas forcément tout le retour sur à faire du Python, du YAML, etc. et tout. Et comme Talend commence à être un peu moins accessible, tout comme Informatica ou d'autres, bon, ben voilà, on veut que ce soit open, accessible, etc. D'accord, donc Euh, c'est un angle, une approche,
orienté facilité alors, accessibilité, facilité. Exactement, c'est un outil à la base low-code, no-code. Donc, alors on peut faire du code et créer les propres bricks. C'est pas dans la bêta, mais c'est dans la V1. Donc, ça veut dire que ça laisse la possibilité à quelqu'un qui aurait un peu plus de compétences dans ce domaine-là de pouvoir pousser et de faire ses propres bricks, ses propres transformations en Python, puisque du coup, derrière nous, c'est le langage qu'on a utilisé. Ouais, OK, d'accord. Bah, Python, je pense, c'est certainement le langage number one, dans la data, hein. C'est celui certainement le plus apprécié. Ouais, D'accord. aujourd'hui, oui. Il a pris un grand essor avec l'arrivée de la data science à l'époque, avec les gros outils Atom, Jupyter, etc. et tout. Et puis de fil en aiguille, c'est rentré dans les mœurs de la moderne data stack. Bon, maintenant, il y a aussi l'IML, hein, mais il y a le Rust qui arrive en force. Il y en a 2-3 comme ça, mais bon, là, nous, on est Effectivement. parti sur du Python. OK. Donc du coup, la philosophie hein, globale qui a fondé tout ça, c'est rendre les flux de données accessibles, que la performance soit toujours là, sans sacrifier la lisibilité, parce qu'on sait que si on fait du no-code, on peut moins tuner le code, etc. et tout. Donc, des fois, on se dit qu'un outil no-code, on perd un peu de puissance, on perd de la lisibilité, etc. Donc, on a fait en sorte que tout reste pareil. C'est-à-dire qu'on a un truc, une interface qui est super simple, euh, qui permet de faire du code qui est performant D'accord. Bon, tu auras toujours et le facile à débat, adopter. code versus no code, hein. Tu auras toujours les pros du code Oui, qui ne jurent que par le code. C'est comme ça. Ils font partie de la famille. Et puis, ceux c'est qui sont sensibles à des outils no code, dont je fais partie, hein. J'ai été élevé au no code il y a fort longtemps en utilisant DataStage, un produit, bah, qui a perdu d'un peu de sa suprême, en termes de market share, mais qui était, no code, full no code déjà à l'époque. ouais. Bah, ça, enfin, moi, il y a vraiment deux écoles et les deux écoles se valent. Après, nous, on a pensé Fluent pour répondre un peu aux deux écoles. C'est-à-dire que donc il y a les parties effectivement low code, no code, il y a les parties où les gens peuvent faire du code. Et puis en fait, on a pensé Fluent aussi pour qu'il s'imbrique aussi bien dans de la stack data avec des vieux monolithes, etc., aussi bien avec de la moderne data stack. C'est-à-dire que Fluent, il y a plusieurs parties, il y a les flux de données. On peut faire soit de l'intégration pour faire un lake, par exemple. Mmh. On peut faire de l'ordonnancement qui peut lancer d'autres outils. Et on peut théoriquement lancer des flux Fluent depuis un autre orchestrateur. En fait. On ne ferme vraiment pas, en fait, on ne ferme pas notre outil aux autres outils. Ouais, d'accord. On essaye de l'ouvrir au maximum. Donc, intégrable dans l'écosystème de tes clients. C'est ça, exactement. Euh, Bah, du coup, comment on a fait ça? On a fait un alliage de plusieurs choses. On a une infra cloud aujourd'hui, donc on a l'application Fluent, notre backend qui est relié à une base Postgre pour tout ce qui est configuration, etc. et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut faire en sorte que rien ne tourne chez nous. Donc on a les versions on-premise, on a des versions en private cloud, c'est-à-dire que les gens qui ont leur propre VPC, enfin leur propre private cloud, ils pourraient installer Fluent chez eux. Et par contre, on a cette notion de runner. Le runner, c'est quoi? C'est un agent, tout simplement, qui va faire tourner les exécutions des flux de données. Il est installable OK. sur n'importe quelle infrastructure, sur n'importe quelle machine. OK, d'accord. Donc mon Postgre, base, open source universelle, hein, hyper Oui, utilisée, donc un grand standard. c'est ça. Tout le code derrière a été conçu pour que l'infrastructure globale soit déployable sur n'importe quelle infrastructure. C'est-à-dire que OK. nous, aujourd'hui, on est entre AWS et OVH sur les choix des infrastructures, nous, de notre côté. Euh, Et par contre, c'est-à-dire que demain, un client arrive et nous dit, je sais pas, nous, on voudrait être sur Azure, on peut le déployer sur Azure. OK, On a d'accord. vraiment pensé le système pour qu'il soit déployé vraiment partout, même sur un PC on-premise, on pourrait. Mais là, on verra avec la version bêta de tout à l'heure qui tourne sur mon poste, full autonomie. Ce soit D'accord. toutes les briques sont sur mon poste. Donc ça Donc tourne tranquille. ouverture, totale en termes d'infra, on l'installe où on veut, ça permet aussi de jouer avec la sécurité, hein, de mieux jouer avec la Exactement. sécurité. OK. C'est ça, la sécurité et la souveraineté de la donnée du client. Nous, du coup, c'est-à-dire que si un client le souhaite, il peut faire en sorte de profiter de la puissance du cloud pour concevoir ses flux de données, de le concevoir tout, et de l'exécuter sur des services et machines on-premise chez lui, et la donnée ne sortira jamais, alors, sauf s'il affiche les données dans les logs, bien évidemment, mais théoriquement, elle ne sortira jamais de son infrastructure. Ouais, d'accord, d'accord. Donc c'est bien un moteur dont on parle et pas un générateur de code, hein? C'est exactement ça. D'accord. C'est l'ensemble est une construction de moteur qui va générer un code qui va s'exécuter, mais qui va s'exécuter en fonction des différents choix de l'utilisateur. Et D'accord. relativement dynamique, enfin, c'est pas un truc qui est fiché dans le marbre.
Ok. Donc voilà un peu rapidement sur la partie archi. Du coup, ça nous emmène un peu vite fait sur la vision. Donc la vision, c'est toujours simplification naïve et pas confondre l'accessibilité avec le marketing, etc. et tout. Comme on pourrait voir, il y en a qui disent waouh, on simplifie, etc. C'est naïf, etc. C'est pas de l'accessibilité. Non, justement, on veut vraiment faire l'inverse. Donc, comme je disais tout à l'heure, réduire la dette technique aussi par rapport aux pipelines opaques. Aujourd'hui, les pipelines de données qui pourraient être faits en moderne data stack, si on n'a pas de compétences en Python ou des trucs comme ça, bah, rentrer dedans, comprendre ce qu'il y a et tout, ça peut être un peu plus compliqué qu'un pipeline visuel où on a fait du naming, etc. Ouais. Euh, Bon, donc c'est important. ouais, avec l'histoire, ça me fait dire qu'en fait, on peut développer des choses complexes à maintenir et en code et en no code, en fait. Oui, C'est vrai que la best practice, enfin, de ce côté-là, il y a une sorte d'égalité, hein. On peut faire des choses très, très complexes dans les 2 approches. dans les deux. Après, on va mettre les choses en place qui vont permettre de simplifier ça, comme l'observabilité et le lineage, je vais venir juste D'accord. après, qui permettent justement de faire en sorte que ces usines à gaz soient un peu plus visuelles, on va dire ça comme ça, et qu'on puisse un peu plus les comprendre. Ouais, d'accord. Et Bon, l'autre très clair. grande différence, c'est qu'on arrive à faire des budgets alloués simples. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu augmenter la clarté dans les offres commerciales qu'on va faire après, qui seront annoncées après la bêta. Et du coup, voilà, sur ces offres commerciales-là, on va être sur des choses pas à tiroir. Tout le monde a toutes les fonctionnalités. Il n'y a pas de différence sur une offre ou quoi. Tout le monde a les mêmes fonctionnalités. Et que ça soit sur l'accès de la plateforme ou à terme, on veut mettre en place ce qu'on appelle des cloud runners. Donc, c'est des runners qui sont générés et gérés par nous D'accord. avec des tailles de cloud runner, sauf que les prix sont fixes par mois. C'est-à-dire que pour faire un budget alloué à l'année, le client sait combien ça va lui coûter son cloud runner par mois. Bon, bah, il n'y a pas de j'ai plus consommé, j'ai moins consommé, c'est le prix, c'est ça. Et puis voilà, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que les prix, à la consommation, c'est toujours, sujet de dispute, hein, avec les clients, et ou de grosses surprises à la fin du mois. Et donc, Oui, bah, le fait d'avoir un prix fixe, je pense que ça rassure déjà et puis, voilà, on peut se projeter sur comment dire ça? Sur les transactions financières sans problème, en fait. c'est ça. Alors nous, on a voulu vraiment le mettre en avant là parce que c'est vrai que quand on réfléchit aux solutions cloud, je pense à la manière data stack ou quoi que ce soit, on se dit tout de suite: «Ah, on va avoir une partie cloud, donc on va avoir une non maîtrise ou un mauvais FinOps, sur ce qu'on va faire». Et du coup, voilà, nous, on a voulu tout de suite aller contre ce truc-là et dire non, les budgets sont fixes, les tarifs sont fixes, il n'y a pas de changement de tarif ou quoi que ce soit. C'est OK, assez déterministe. OK, très bien. Simplicité aussi, financière, Oui, commerciale. exactement. D'accord. Exactement, exactement. La dernière partie, rapidement, c'est un peu la roadmap après la bêta. Alors, dans la bêta, on a enlevé l'ordonnanceur exprès. Parce que c'est qu'une bêta, on veut juste que les gens testent les flux, puissent imprégner l'outil, et qu'on ait des retours et des idées de ce qu'on va pouvoir faire. Donc l'ordonnancement, il arrivera sur la partie V1. La D'accord. gestion des environnements et la CI/CD, pareil. Donc un système de gestion d'environnement classique, on va pouvoir ajouter autant d'environnements qu'on le souhaite et avoir un système un peu CI/CD. Alors la CI/CD en data, c'est un peu compliqué, mais c'est d'arriver à avoir un système, on va dire, de simplification, de montée de version. C'est-à-dire qu'on fait un OK. dev, il est validé, on peut faire une sorte de PR qui est validé par une autre personne et ça passe à l'environnement supérieur. D'accord, donc Et là, du c'est coup, un ça part. CI/CD, interne, tu passes pas par, GitHub, Oui, c'est ça? D'accord. non, en fait, voilà, la plateforme se veut, pour l'instant, alors peut-être que plus tard on ouvrira sur du GitHub et cetera. Pour l'instant, la plateforme se veut, clé en main. Ouais et autonome. C'est Ouais, et d'accord. autonome. Ça veut dire que peut-être que plus tard, avec la demande des différents, utilisateurs, on fera des ouvertures vers ces trucs-là, surtout si on veut s'intégrer de plus en plus avec ce qui est déjà dans l'existant. Mais on s'est dit aussi que demain, j'ai une toute petite société qui arrive, qui veut faire du flux de données, bah, qu'ils se disent pas, alors attends, hein, il me faut un serveur, il me faut un GitHub, il me faut un ordre. Enfin, voilà, on veut vraiment faire en sorte que sa partie transformation de données soit la plus accessible possible. OK, d'accord. Donc voilà, on va avoir des enregistrements continus des connecteurs avec ce qu'on appelle des bricks chez nous, donc c'est les fameux composants qu'on met au milieu. Euh, Dans l'écosystème, on a aussi le lancement d'une certif Snowflake, Flume, pardon. J'ai l'habitude de passer des certifs Snowflake à bas tout le bordel. Certif Flume sur du data engineering moderne, des bonnes pratiques sur comment on utilise Flume, etc. et tout. Ça permet aussi de mettre en avant les différents utilisateurs de l'application. On a bien sûr des partenariats qui arrivent avec différentes ESN et des experts data. Mais ça fait pas tout. On veut aussi grandement mettre en avant la communauté.
Donc Ok, pour ça, on va avoir des événements data. Donc on a le webinaire du 28, donc dans une semaine, qui arrive. On a des partages d'expertise, etc. On a la communauté du coup bêta, des bêta-testeurs qui sont faits via Discord. Et du coup, ça donne en fait simplement la possibilité d'échanger plus rapidement. ouais, Ce qu'il faut savoir à terme, c'est que notre roadmap, si on prend un camembert à 100%, on garde 50% pour nous. Dans ces 50%, on met des résolutions de bugs, etc. Et les 50% qui restent, on laisse 25% pour nos partenaires, pour des d'accord. fonctionnalités que nos partenaires souhaiteraient avoir, etc. Et les 25% qui restent, en fait, on la laisse à notre communauté. D'accord. Donc tout le monde peut contribuer, apporter Exactement. ses features, et suggérer des améliorations. OK, parfait. Exactement. Et la Dans communauté, les... on l'a vu, hein, dans l'histoire, hein, la communauté, c'est vraiment un aspect hyper important d'un lancement produit, hein. C'est l'adoption, l'adhésion et la quantité, à un moment donné, ça fait aussi la qualité, hein. Avoir une communauté, massive derrière un produit, c'est clé, ça peut être clé. truc, on veut vraiment lui donner une place de choix. Moi, je le sens, je l'ai senti au cours de mon expérience. J'ai souvent été biaisé et mis de côté par les grands acteurs des outils, des flux de données, en mode on vous écoute, mais pas vraiment. Là, c'est vraiment fixé et à chaque moment où on va déterminer la roadmap, on va dire voilà, ça c'est la partie expert MSN, ça c'est la partie communauté, ça c'est notre partie. On veut vraiment être le plus transparent sur ça D'accord. euh, pour enfin, tout simplement augmenter la confiance par rapport à ça, parce que je sens aujourd'hui que dans le monde de la data, des gens ont été déçus de certains outils. Et du coup, ils ont un peu moins confiance au départ. Ben, il y a toujours tu sais, l'histoire de produits qui naissent en open source et puis après, la communauté Oui, grandit et paf, on se fait racheter et puis ça change complètement la dynamique de développement. Ouais, on a vécu ça oui, plusieurs fois, effectivement, hein. Bah, dont Talend, tu mentionnais Talend, oui. c'est Bon, un bel exemple, effectivement. c'est ça. Donc c'est pour ça que nous, déjà de base, on n'a pas de solution open source. On a une période d'essai qui est gratuite, D'accord. qui sera gratuite sur les 20 pour que les gens puissent tester ou faire un POC pour un client, ou que le client POC tout simplement la solution. Donc il y a une période qui est gratuite. Après voilà, on a pris le choix de ne pas faire de version freemium ou quoi que ce soit, euh, parce qu'on se dit que c'est un peu utopique de se dire on va faire une chose gratuite. À terme, en fait, on le voit, justement, on justement, que on aura toujours la crainte de si jamais ça part, comment on fait quoi. Ouais. OK. Non, moi, c'est une approche, hein, qui se défend, effectivement, avec, enfin, l'histoire nous a montré, toutes les surprises, jusqu'à maintenant, donc OK, très bien. Et je vois que voilà, tu auras un Discord disponible pour les bêta-testeurs. Ouais, exactement. Ce Discord-là, le lien sera envoyé à tous les bêta-testeurs qui se sont préinscrits. Donc, si vous voulez encore vous préinscrire, vous pouvez aller sur freedom.io, vous pouvez encore vous inscrire à la bêta-test. Il vous reste pas très, très, très longtemps. On va dire ça comme ça. Là, on va garder 15 jours pour ceux qui sont déjà inscrits. Donc, cette bêta-test, ça va être privé au départ sur les 15 premiers jours. Et on ouvre la bêta-test publique, justement, le 4 février, si tout se D'accord, passe bien. d'accord. Et cette bêta-test va rester ouverte environ un mois publiquement. Et au bout d'un mois, on va la revendre privée avec les premiers bêta-testeurs et les gens qui auront montré de l'intérêt sur la solution. Et en fait, à la fin, l'environnement bêta va devenir vraiment un environnement avec toutes les fonctionnalités en avance, pour pouvoir les tester en amont, etc. et tout. Donc ça a un réel intérêt et on veut vraiment renforcer cette petite communauté bêta-test, etc. pour vraiment leur donner des avantages par rapport à l'application, justement des événements data juste pour eux. Enfin, voilà. On veut vraiment créer ce noyau-là de bêta-test pour qu'ensemble, on puisse construire, on va dire, l'outil de demain sur la partie ETL, ELT et flux de données. OK, super clair, d'accord. Et puis un beau challenge en même temps, donc Ouais, bravo pour ça. merci. C'est pas trop mal ouais, comme challenge. Ce que je te propose, c'est qu'on aille rapidement un peu sur Fluom pour montrer un peu comment l'outil sera demain. Alors D'accord. là, je suis en local, hein, sur un compte admin. On peut voir que j'ai fait des tests et que j'ai fait beaucoup de crash sur mes données. Mais bon, voilà. En grosso modo, on arrive sur un tableau de bord qui est personnalisable. Moi, je l'ai mis dans cette forme-là, mais on peut déplacer les éléments, etc. Dans la V1, on va pouvoir même créer ses propres composants en fonction des données que l'on aura. Donc, c'est plutôt intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller dans l'éditeur. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Dans cet éditeur-là, on a deux grandes zones. On a la partie menu à gauche, sur laquelle on va voir le listing de tous nos flux, de nos ordres de lancement qui seront au-dessus, et de nos métadonnées.
Donc là, on peut voir que j'ai une métadonnée Snowflake, une métadonnée en local. On peut D'accord. voir que j'ai un runner ici que j'ai appelé user agent pour l'instant. En fait, ça, c'est mon runner personnel de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon runner est installé sur mon poste. Et du coup, quand je développe, il utilise mon poste. D'accord. Théoriquement, je pourrais utiliser un runner qui est ailleurs. Rien ne D'accord. m'empêche. Donc là, Ça, c'est... c'est l'environnement le minimum hein, de départ, c'est ton laptop et tu tournes sur ton laptop. Oui, c'est ça, sur la partie exécution. Ouais, Toute la d'accord. partie en ligne, elle est hébergée cloud, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Euh, mais du coup, la seule partie qui permet de faire l'exécution de données, garder la sécurité de la donnée, etc. et tout, c'est cette partie runner qui est installable un peu partout, hein. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. OK. Donc Euh, tes métadonnées, donc je pense que ce sont les métadonnées techniques, hein, d'accès, aux bases oui, avec leur structure, les credentials et exactement. compagnie. D'accord. Exactement. Elles peuvent même être complexes. C'est-à-dire que donc là, on va rentrer un peu dans les premiers connecteurs qu'on va avoir. On a fait, on va dire, les 6 principaux des bases de données. On a fait les principaux stockages et on a fait un REST API. Mais en fait, on a même pensé le système pour que ça soit, on va dire, plus simple d'accès. Si je prends par exemple un REST API et que je vais chercher un, un Swagger, par exemple, d'une API du gouvernement, ici, si je fais charger, en fait, automatiquement, j'ai le Swagger qui s'est mis, qui me permet de voir et de visualiser, en fait, ce qui se passe derrière, sans avoir besoin de rechercher et tout. Donc, on a vraiment fait aussi donc la configuration. Donc là, après, il faut mettre l'URL de base, les connexions, etc. et tout, bien Mmh. évidemment. D'accord. Mais vraiment cette notion d'explorateur, c'est-à-dire que même si je vais dans mon in ici, si je charge mon dossier, si tout est bien connecté, ici, je vais avoir tous mes fichiers qui sont dans mon C.Flub. Alors, j'en ai un peu beaucoup, donc il va pas trop aimer. Mais voilà, par exemple, là, je vais avoir tous mes fichiers, etc., avec mes sous-dossiers et tout, quoi, D'accord, pour d'accord. avoir une vision de ce qui se passe. Pareil dans Fluum, alors, ouais, sur Fluum, sur Snowflake, par exemple, dans mon exemple, alors, le temps que ça se connecte et tout, mais du coup, je vais avoir la liste de mes tables, la liste de mes schémas, etc. Et ça me permet, en fait, en gros, d'explorer mes bases sans avoir besoin de me reconnecter dans ma base ailleurs, etc. et tout. D'accord, Donc, d'accord. donc voilà. Donc là, c'est juste pour le temps de connexion. Voilà. Donc là, par exemple, toi, je peux avoir mes 57 tables de l'information schéma. Je vois, j'ai 5 tables dans le public. Donc dans ma base, Fluent Test. D'accord, très bien. Donc ça permet un peu de simplifier l'utilisation au quotidien de ça. Et après, du coup, on a bien sûr les fameux flux de données. Donc là, j'ai juste fait un sous-pipeline qui prend des fichiers CSV, enfin, fichier CSV. Il va l'afficher, qui va filtrer en fonction d'une règle. Je vais garder uniquement ceux qui sont filtrés. Je vais les afficher et les mettre dans un CSV. C'est très simple, hein. C'est juste pour montrer un peu comment ça se passe. On va faire des changements graphiques hein, au fur et à mesure du temps, parce qu'on a une équipe de design qui bosse dessus. D'accord. Et donc là, par exemple, quand je vais rentrer dans un élément, je vais avoir, du coup, là, j'ai choisi une connexion existante, donc qui est ma connexion in local. Et en fait, je vais pouvoir soit faire une sélection manuelle de fichiers, soit faire un pattern. Et du coup, là où on va simplifier les choses, c'est que si par exemple je prends personne sans âge, je peux enlever ça, et que j'enregistre, en fait, ici on a cette notion d'obtention de schéma un peu magique. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'aller, plutôt que de se dire, ah, je vais ouvrir mon fichier, je vais ouvrir ma table, je vais regarder ce qu'il y a dedans. En fait, lui, il va tout simplement le déterminer. Alors, je vais prendre un fichier qui est vraiment différent pour vraiment voir une différence. Euh, et donc, du coup, lui, voilà, il va parcourir le fichier et dire, voilà, il y a toutes ces données-là qui sont en plus. D'accord, Donc, ça permet d'accord. vraiment de gérer ça. J'aurais pu faire un pattern global en mettant, par exemple, sample quelque chose, parce que j'ai des données en sample. Et pareil, quand je vais faire obtenir le schéma, il va parcourir tous les fichiers sample, il va récupérer toutes les entêtes, et il va me dire si tout est bien. Là, je vois que toutes mes entêtes sont bonnes, donc il me lève pas d'erreur. Ouais, Imaginons que d'accord. j'aurais eu des entêtes différentes, il me dit, il y a des entêtes différentes, ça va pas le faire. D'accord. Bon, là, je vais juste retourner sur mes personnes, je vais refaire obtenir mon schéma. Pareil ici, j'ai une configuration CSV que je pourrais sauvegarder. Par exemple, je vais l'appeler CSV personne. Et cette configuration-là, en fait, elle va sauvegarder mes informations, header, décimales, l'encodage, etc. et tout. D'accord. Ça veut Donc dire que du coup, je pourrais c'est tes utiliser un filtre. métadatas, comment dire ça, affinés pour ce fichier-là. C'est ça, exactement.
Après, j'ai un dernier truc assez sympa, c'est l'option de traitement. Aujourd'hui, du coup, l'option de traitement, elle est unified. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, il va prendre tous les trucs qui s'appellent person.csv, donc là, il y en a qu'un. Mais si j'avais mis un pattern global, il aurait pris tous les samples, regroupé tout et fait une fusion, comme si on aurait fait une itération sur tous mes fichiers et qu'on les aurait mis en mémoire. Là, il va le faire tout simplement automatiquement. Ouais. Mais j'aurais pu le traiter en iterate pour qu'il traite chaque fichier indépendamment les uns des autres. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc ça, c'est plutôt une souplesse. Bon, là, j'ai fait un display. Alors, un display, c'est assez simple, hein. C'est aussi mes lignes, comment je les affiche, etc. Donc, en statique, le type, si je affiche un JSON, un contact. Bon, bref. Ça, c'est juste de l'affichage de données. D'accord. Là, ici, j'ai fait un autre composant qui s'appelle un T-filter. Alors, lui, c'est quoi? Lui, en fait, il est tout simplement, soit je vais pouvoir filtrer avec des expressions. D'accord. Donc, j'ai des exemples d'expressions. Soit avec des conditions. Donc là, j'avais pris l'image, je crois, qui contient la valeur net. Donc, ça donne D'accord. cette expression-là générée. Et du coup, ça va me permettre de garder que les emails qui contiennent net à la fin, point net pour être plus précis. D'accord. Voilà. Et sur la partie expression, tu t'appuies sur un langage particulier ou c'est un espèce de Python-like ou quelle est l'idée derrière? C'est un Python derrière, hein. C'est vraiment un Python-like. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on le voit pas, mais rapidement, en fait, il va demander à l'agent de regarder de me générer l'expression qui va correspondre à mes paramètres. Ouais, d'accord. Et Ok. en fait, ça permet vraiment de faire, par exemple, âge est supérieur à donc soit une valeur, soit une autre colonne, hein, je peux le faire. Ouais, d'accord. 30, par exemple, et donc là, voilà, il va me générer un truc associé, quoi. Ok. Ok. Bon, ça a l'air effectivement très simple d'accès, hein. Ouais, c'est très simple d'accès. Alors après, il y a une banque de composants, je les montrerai après. En sachant que, par exemple, là, nous, on s'est dit que c'était pas assez grand pour pouvoir bien manager les filtres. Et du coup, on va changer la répartition des zones. C'est-à-dire qu'on va réduire un peu les schémas d'entrée et schémas de sortie pour donner plus d'espace au milieu. Ouais. Donc, tu vois, D'accord. on a toujours cette réflexion de la conduite du changement, de l'amélioration continue sur ça. Donc ça, on est en train de réfléchir dessus. Je pense que pour la bêta, on l'aura, mais je suis pas sûr à 100%. On verra. On a des changements tout le temps, même jusqu'à la dernière minute. Et pendant la bêta, bien sûr qu'il y aura des évolutions et des améliorations, des résolutions de bugs. On ne va pas se cacher, hein. Il y aura forcément des résolutions de bugs. Ce ne sera pas magique du premier coup, quoi. Ouais, mais je suis certain qu'il y aura beaucoup d'itérations sur cette phase, sur cette partie-là de design, parce que je pense que les utilisateurs, ils sont déjà armés, tu vois, ils ont déjà ces skills de développement et ils savent ce qu'ils veulent, en fait, je pense, hein. Oui, Donc, tout à fait. je serais pas étonné qu'il y ait pas mal d'itérations sur la partie design. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense, hein, mais bon, c'est le but, hein. C'est le but recherché. Et bien sûr, après, j'ai mon fichier et je veux l'écrire dans un fichier qui s'appelle export CSV dans mon route. Donc là, j'ai fait exprès de pas mettre une connexion référencée, etc. On a pris le parti pris de changer un peu la manière de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, généralement, dans la plupart des outils, on fait des connecteurs qui dit fais-moi un connecteur SSV, GCP ou quoi que ce soit. Nous, on a dit que c'était des connecteurs globaux, donc on a Azure, FTP, GSS3 et local. Et en fait, dedans, il contient un type de fichier. Et donc, en fait, ces types de fichiers, on a du CSV, du JSON, du XML, du Excel, avant ancienne ou nouvelle version. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment la connexion et le contenu qui va chercher. Et en fait, si on réfléchit sur une base de données, c'est pareil. On a notre connexion, notre base, et ce contenu qui est la table. Si on fait un parallèle avec une base de données. Ok. On a vraiment voulu appuyer ça. Donc, c'est pour ça qu'on a une notion de configuration. On ne fera jamais de connexion CSV direct. On aura une configuration de CSV et une connexion soit à un local, soit à un Google, soit à un Azure ou quoi que ce soit. D'accord. D'accord. Donc là, après, on a les paramètres. On peut choisir d'overwrite, faire des erreurs, séparer par... et après, on peut séparer soit par le fichier source. Donc ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure d'itération. Mais aussi, on a fait un système qui permet soit de split row, split size ou split colonne. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dupliquer par une colonne, on peut séparer les fichiers par détail. C'est-à-dire qu'on veut des fichiers que 100 mégas, par exemple, c'est un truc qui arrive assez souvent, hein. On a de la donnée, on veut l'exporter, on veut la charger par API. En fait, on pourrait très bien dire, voilà, split-moi par size de 10 mégas parce que mon API ne peut pas prendre plus. Et puis ici, d'aller faire un nouveau flux de données qui va faire un API, qui va faire un API call ou un API import, et puis qui va faire un appel API derrière pour aller charger mes données depuis mon fichier, quoi. D'accord. Ça permet de Donc jouer ça, avec la performance aussi et ouais, voilà, d'affiner cette partie-là, ouais. D'accord. exactement.
Ça permet d'affiner cette partie-là. Et voilà. Donc depuis tout à l'heure, il y a plein de choses qui se sont passées quand j'ai modifié les composants, je les ai ouverts, je peux les renommer comme je veux, donc ça c'est classique. Et du coup, en fait, pour ça, on a fait un système d'auto-sauvegarde et de versionning interne. C'est-à-dire que là, si je vais ici, je vois toutes mes versions que j'ai eues. Et du coup, je peux regarder les différences. Donc là, on voit que j'avais ajouté un port, donc qui était comme ça. Là, je l'ai supprimé, pardon. Là, je l'ai ajouté. Ouais, d'accord. Là, on peut voir les sous-pipelines, etc. Et donc là, j'ai vraiment toutes mes steps depuis le début. Donc si je remonte ce que j'ai fait, tu vois, j'ai mis des imports, j'ai fait pas mal de tests, etc., etc. Et je peux restaurer une ancienne version. Donc le D'accord. système de versionning, tout ça est complètement inclus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, des versions mineures. Donc c'est les versions de sauvegarde. Après, bien sûr, ici, on peut aller mettre des versions, des grosses versions ou des versions mineures, ce qui fait des Ouais. majeures ou des mineures. D'accord. Donc, bon, système de versionning hyper simple hein, et complètement intégré dans l'interface. C'est ça. Et plus Ok. tard, va se corréler avec le système de CI/CD d'environnement, bien évidemment. D'accord. D'accord. Bon, jusque-là, Donc voilà très un simple, peu. hein, immédiat. J'ai l'impression qu'il y a vraiment pas besoin de formation quasi. Enfin, c'est assez inné. Hein. C'est assez inné, c'est assez simple. Là, je vais juste enlever le split. Ça ne sert à rien, le fichier il fait 200 KO. Et puis pour l'exécuter, bah, je lance, point. Et puis, du coup, il va démarrer tout le process, etc. Et donc là, on peut voir que j'ai tous mes autres logs. Hein. Donc j'en ai fait un peu hier soir. Et donc là, on peut voir que j'ai toutes mes choses, donc les local files, le nombre de fichiers à traiter. Donc là, il y a 100 lignes. Il me dit qu'il a réussi en 0,02 secondes, etc. Là, il m'a fait un display des 10 lignes sur les 100 lignes que j'ai sur mes 8 colonnes, pour que je puisse D'accord. voir. Ici, il m'a fait mon filtrage. Il m'a dit qu'il y en avait 34 filtrés, 66 rejetés. Je pourrais très bien aussi choisir d'afficher les rejetés, hein, sans problème. Et là, du coup, j'affiche les rejets et je pourrais les sauvegarder ailleurs. Hein. On peut Ouais, d'accord. imaginer ça. D'accord. Donc là, il me le dit, hein, il me dit attention, il n'y a pas de sortie linkée sur le rejected. Donc, c'est-à-dire que je perds la notion de rejet, donc il me le dit quand même. Là, j'ai mon affichage de mon T-Display 2, donc on voit, alors j'aurais pu le renommer en mode accepté, hein, ici. Et accepté, il m'aurait dit que, bah, voilà, mes 10 lignes sur 34. Et puis là, après, il a écrit mes lignes en 8,863 ms. D'accord. C'est bien Donc, passé. tout intégré, ton univers de design et de run dans la même interface. Voilà. Tu n'as pas besoin de switcher C'est ça. d'un truc à l'autre. Non, vraiment pas besoin de switcher d'un truc à un autre. C'est assez user-friendly sur ça. Écoute, Euh, vraiment super. Vite fait, pour un peu un ordre de vue, là, ici, on a donc les composants de palette. Donc là, on est sur un composant de type transformation. On a 66 composants de type transformation. Dans ces composants de type transformation, on a aussi des composants de sortie, donc les exports, puisque une fois qu'on a transformé, on peut exporter vers quelque part. Donc, du coup, forcément, on a les exports fichiers. C'est-à-dire que même, par exemple, convertir un CSV en JSON, on pourrait le faire CSV, JSON, point. D'accord. Terminé. D'accord. Ici, on a le système de base de données, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les systèmes d'API. Alors, on a un truc qui s'appelle l'API call, qui est assez intéressant. Lui, il a quoi? C'est-à-dire que pour chaque ligne, il va faire un appel API pour récupérer de la donnée en plus, D'accord. par exemple. Donc, ça Et pourrait servir à faire de l'enrichissement, à faire des appels de services déjà très standards. ouais, exactement, tout à fait. Je l'utilise moi souvent pour j'ai une base où j'ai des sirettes, enfin des NAF sur lesquels j'aimerais prospecter, par exemple. Mhm. Bah, du coup, j'utilise l'API call pour récupérer tous les sirettes associés avec les adresses, le nombre de salariés, etc., en utilisant les API du gouvernement. Ok. Bon, une gestion de mémoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des données stockées en mémoire entre différents sous-pipelines. Et après, on va avoir un certain nombre de composants. On va avoir des joins, on va avoir des routes, on va avoir des operations, des duplicates, enfin, après, des composants relativement classiques. Les choses pour ajouter les colonnes, les remplacer, faire changer les liens des colonnes, les splitter, les remove, changer les types, les ordres, D'accord. on peut avoir les filtres, les formats. Bon, je ne veux pas passer sur tout parce qu'il y en a, la plupart sont génériques et on l'écrira au fur et à mesure. Je Ouais, vais juste d'accord. faire un accent sur un ou deux qui sont plutôt dans avancé. Il y en a un, c'est plus sur le pivot, unpivot, qui est un truc qui est assez important en data. Et du coup, bah, lui, il permet tout simplement de pivoter ou unpivot les données. D'accord. C'est souvent assez compliqué à faire. Enfin, moi, je le prends sur des anciens outils. C'était un truc qui était galère, donc généralement, on prenait un composant extérieur qu'on mettait. Bah là, du coup, il est directement dedans. Donc, tu vois, mon expérience fait que je me suis dit, bon, c'est important d'avoir celui-là. Les metadata, pareil, lui, il permet d'ajouter les timestamps des badges, des ID de manière un peu automatique sans avoir besoin de faire des formules ultra complexes, etc. D'accord. Donc, c'est vraiment assez cool.
Et après, il y en a un qui s'appelle le Compare. Alors, je sais plus où il est passé. Alors, de la chance, je peux faire une recherche si j'arrive à taper Compare comme il faut. Et en fait, le Compare, lui, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il permet de détecter des changements entre deux datasets complètement hétérogènes. D'accord. C'est un peu le SCD, en fait, on va dire, de l'ETL. Parce qu'un D'accord. SCD de l'ELT, c'est différent. Et du coup, par exemple, ça me permet, moi, d'avoir une base Snowflake dans laquelle j'ai ingéré mes données et d'avoir une base d'un fichier Excel dans lequel j'ai des métiers qui modifient des choses. Et en fait, de pouvoir les remonter en Snowflake en détectant uniquement ceux qui ont été ajoutés, ceux qui ont été supprimés ou ceux qui ont été modifiés, et de le générer, on va dire, de manière simple. Ouais, d'accord. Donc, pour une bêta, bon, il y a déjà pas mal de choses, hein. Je pense que c'est, très fonctionnel déjà et assez complet et je suppose que, voilà, au fur et à mesure, ben, les utilisateurs te diront, ce qui manque, vraiment, mais j'ai l'impression que c'est déjà très complet, hein. Ouais, on est plutôt, enfin moi je suis satisfait de la bêta là, de ce qu'on a fait parce que du coup on arrive en fait, moi ma volonté de la bêta c'est d'avoir une version qui tient en fait, qui est fonctionnelle, qui puisse être, dans laquelle on peut jouer avec. Ouais, Si vous pouvez d'accord. pas jouer avec, je vois pas l'intérêt de Heu, faire une bêta. C'est une bêta pour que ça casse tout le temps, que ça soit pas utilisable, que les gens puissent pas jouer avec. Bah, du coup, les gens sont découragés et ça sert à rien. OK, très bien. J'ai l'impression, Donc, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que tu voulais montrer encore avant la fin de l'épisode ou, je crois qu'on a bah, déjà dit pas mal de choses, hein? non, on a fait pas mal de choses. Bon, après, il y a des trucs comme le dark mode, bon, ça, je sais qu'il y a des gens qui sont fans du dark mode. Voilà, on a le dark mode, Le évidemment. fameux débat dark mode, effectivement. Voilà, non, on l'a, etc. et tout. Alors, on va changer un peu les couleurs, mais voilà, on est vraiment sur un dark mode assez classique, etc. Bon, la partie administration, ça, c'est la partie nous interne, donc ça, on verra pas. Mais on a un système, si, un système qui est méga important, c'est qu'on a un système de tickets directement inclus dans l'application. Ça veut dire qu'en fait, un utilisateur peut venir faire un ticket, voilà, problème, etc., avec les pièces jointes, etc. et tout. Et du coup, en fait, ça crée un ticket avec, alors là, tu vois, le dark mode, il est pas encore méga, il y a des trucs à améliorer. Mais voilà, avec le système de tickets, etc., de réponse, bon là, c'est le support Flume qui a écrit puisque c'est moi-même. Mais moi, après, par exemple, dans l'administration, ça me permet de voir les tickets et les répondre aux tickets, de les gérer directement en interne, pas besoin d'aller sur une autre application, etc. On D'accord. veut même faire quelque chose pour la bêta, c'est qu'en fait, depuis ici, il puisse y avoir créer un ticket directement depuis l'endroit où je suis. Comme ça permet de récupérer les informations directement de l'utilisateur de là où il est et d'encore améliorer la qualité de service associée D'ac à ces tickets-là. Donc ça, d'accord, d'accord. Donc là, il y a c'est un petit truc, une pas mal. approche, collaborative là qui se met en place aussi, au travers de la Exactement. solution. D'accord. Exactement, exactement. Donc voilà, ça c'est sur la partie application, il n'y a pas grand-chose de plus. Après, forcément, il y a la doc qui est créée, qui est implémentée, pour que les gens puissent jouer tout seuls, sans vraiment avoir de formation. D'accord. C'est assez simple, il y a les références, l'expliquer ce que c'est le no-code, la sécurisation, la scalator, le monitor, l'architecture, etc., etc. Bon, bah, Bon écoute, ça, bravo! oui, Je je merci. je sais pour avoir, travaillé chez des éditeurs, je sais que voilà, un lancement produit, c'est pas rien. Il y a beaucoup de boulot et puis, et voilà, maintenant tu vas faire, enfin tu annonces ce produit-là. Donc, c'est aussi un appel, à contribution, hein. Tout le monde est bienvenu pour, tester la solution, cette bêta et puis donner son avis, et faire évoluer le produit. Donc, Évidemment. le point de rendez-vous, c'est, .io, hein? Ouais, c'est exactement ça, c'est le site suffium.io. Voilà, donc, on invite, la communauté data à aller, t'encourager un peu, à te donner de la force en allant, tester la solution. Ouais, bah, merci beaucoup. Bah, j'espère avoir un maximum de personnes dessus et du coup, on puisse, vraiment, ensemble créer l'outil de demain, quoi. C'est vraiment l'objectif, global. On a posé la base, on a créé le socle. Maintenant, c'est, demain, comment on fait pour améliorer, rajouter des choses, rajouter, des connexions à du LLM, du machine learning, enfin de l'IA d'un point de vue global, on pourrait voilà, toutes ces choses-là qui sont forcément, dans les pipes. Et le but, maintenant qu'on a posé la base, c'est pas de faire en fonction de nos envies, on va en garder un petit peu, bien sûr, hein, mais c'est aussi en fait fonction du marché et des besoins. Et pour ça, rien de mieux que vous, les utilisateurs, pour nous dire de quoi on a besoin. Bon, bah, génial. Alors, je me suis inscrit sur la bêta il y a quelques temps déjà et donc je serais curieux d'aller, jeter un œil dès que ce sera, disponible. Donc en tout Et cas, oui, merci pour ça, pour ce débrief et puis, good luck pour ce lancement, produit
Et puis, Merci beaucoup. avec plaisir pour se donner rendez-vous d'ici quelques mois et voir un petit peu l'évolution de la solution. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci À, beaucoup. à très bientôt et merci pour le À débrief. bientôt. Merci.